Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de Benoît de Blancpré. Nous allons faire une sorte de point de situation précis, documenté sur ce qui se passe en Afrique, notamment au Burkina Faso et dans l'environnement du Burkina. Il se trouve que l'actualité nous rattrape, ou nous sommes en pleine actualité, parce que, vous le savez sans doute, au Tchad, des événements très importants viennent de se passer. C'est la mort au combat du président Idriss Déby, qui était au pouvoir depuis 30 ans, qui était un facteur de stabilité dans la région, qui était un allié politique et militaire de la France. Et sa mort, là, qui est toute récente, risque une nouvelle fois de dégrader la sécurité dans toute cette région, et notamment jusqu'au Burkina Faso. Il est trop tôt pour en dire beaucoup plus ce soir. Le pays est tenu pour l'instant, mais il y aura sans doute des répercussions sur l'ensemble de la région à la suite de cette mort et de cette transition. Alors, nous allons partir, donc nous partons maintenant, là, pour à peu près 1 heure, un long voyage à 4700 km de Paris, en Afrique, au Burkina Faso, à Ouagadougou. Alors, le Burkina, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, vous avez un certain nombre de chiffres, 18 à 20 millions d'habitants. La particularité, c'est que c'est un pays, vous le voyez sans doute sur l'image qui apparaît, c'est un pays majoritairement musulman, 54-55% de la population, avec un quart de chrétiens, et puis 23 et quelques pourcents de population dite animiste. La particularité, c'est que dans ce pays majoritairement musulman, jusqu'à ces dernières années, et le père Victor va pouvoir nous en parler plus précisément, l'entente était assez bonne entre les populations. Quand on allait au Burkina, jusqu'à ces dernières années, il était frappant de voir que finalement les populations s'entendaient bien, peut-être fidèles à la devise de ce pays, Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Eh bien, dans la devise, on parle d'unité, de justice. Ça fonctionnait plutôt bien jusqu'à ces dernières années. On va voir pourquoi. Et particularité de ce pays majoritairement musulman, parmi les jours fériés du Burkina, j'en ai compté 15 et 6 sont des jours fériés chrétiens. 6 jours fériés chrétiens. Je commence par Noël, lundi de Pâques, Pentecôte, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. C'est quand même exceptionnel. C'était au Burkina. Alors, la particularité au Burkina aussi, avant de poser la première question au père, c'est que c'est un pays enclavé. C'est un petit pays qui fait à peu près la moitié de la France. Il est enclavé et ça n'est pas innocent dans ce qui se passe dans la situation. Il est encadré par un certain nombre de pays, aujourd'hui relativement tranquilles, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, mais il a aussi, touchant ses frontières, 2 États qui sont en guerre, qui sont confrontés à une vague terroriste et djihadiste majeure dans lesquelles la France intervient militairement, c'est le Mali et le Niger. Et donc, par imprégnation terroriste, djihadiste et par des combats, des incursions dont nous allons parler, le malheureux Burkina Faso est lui-même aujourd'hui sur la ligne de front de ce terrorisme djihadiste qui affecte très directement les populations non musulmanes et principalement les chrétiens. Alors, mon père, père Victor Ouedraogo, vous êtes là-bas, loin de nous, mais tout près par cette visioconférence. La première question évidente que nous nous posons tous ici, et notamment à l'AED, et notamment chez les donateurs de l'AED, c'est finalement quelle est la situation des chrétiens dans votre pays? Quelle a été l'évolution de ces dernières années et pourquoi les choses se sont-elles aggravées de cette façon-là? Et puis, je vous annonce tout de suite ma deuxième question. Qui sont les persécuteurs des chrétiens aujourd'hui là-bas? Première question, mon père. Pourquoi? Quelle est la situation des chrétiens au Burkina? C'est à vous. Bonsoir Monsieur Frédéric et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent via cet outil informatique. Et je remercie vraiment l'AED et France pour cette opportunité qu'ils nous donnent
de parler de la situation des chrétiens du Burkina Faso et plus particulièrement de mon diocèse que je connais mieux et de certaines parties du Burkina Faso. Et il faut dire que la situation des chrétiens du Burkina Faso a connu un changement vraiment radical à partir de l'année 2019, qui marque indéniablement le tournant dans la nature, les proportions et les enjeux de l'extrémisme violent au Burkina Faso. Car le Burkina Faso a connu des épisodes de violence et d'atrocité, mais jamais dirigés vers des leaders religieux. C'est au cours de cette année-là que pour la première fois, les terroristes s'en prennent de façon directe et violente aux chrétiens. Et les cas les plus dramatiques sont sans doute l'assassinat du père Antonio César Fernandez, un Salésien de Don Bosco d'origine espagnole, le 15 février 2019. Et s'en est suivi de l'assassinat du père Siméon Yampa dans le diocèse de Kaya, avec 5 autres fidèles au cours d'une célébration eucharistique à Dablo, et le 12 mai 2019, et 4 fidèles de la paroisse de Bam tués pendant une procession mariale le 13 mai 2019, et 4 autres fidèles tués dans une autre paroisse lors d'une célébration eucharistique. Donc, on peut dire qu'avant 2019, la cohabitation entre les différents croyants, notamment chrétiens et musulmans, était assez bonne et empreinte d'amitié, de cordialité et de fraternité vraie, car vous le savez, dans les familles au Burkina Faso, il y a rare qu'il y ait une seule religion. Il y a toujours soit les musulmans et les chrétiens, et soit les musulmans et les gens de la religion traditionnelle, qui fait que, bon, on vivait en symbiose et dans la fraternité. Mais depuis les premières attaques et attentats, il était pratiquement, les choses ont commencé à changer. Voilà, il y a de plus en plus de suspicions, de la méfiance vis-à-vis de certains musulmans, surtout radicaux, et il y a la peur, voilà, de l'autre qui commence à s'installer entre les habitants d'un même village. Qui fait que il y a dans certains quartiers, on sent la méfiance vraiment s'installer. Voilà, même si les gens évitent d'évoquer le sujet, parce que vous savez que le fait religieux au Burkina est très sensible, qui fait que même dans la place publique, les gens évitent d'aborder un peu la question. Mais quand vous partez dans les villages ou dans un cercle beaucoup plus restreint, on sent que les choses commencent à changer petit à petit. Mon père, pourquoi cette année 2019 marque-t-elle cette rupture dans les relations entre les communautés? Pourquoi 2019? Et 2019, parce que les violences ont monté d'un cran, parce que là, on a attenté clairement à la vie et de ce qui constitue vraiment le symbole de la religion catholique, c'est-à-dire assassiner un prêtre pendant l'office. Je pense que les terroristes, en s'en prenant directement aux prêtres, veulent envoyer un message fort aux adeptes de cette religion. Et donc, c'est en ce moment que nous disons qu'à partir de 2009, les choses ont commencé à changer. Bien sûr, il y avait un climat un peu de suspicion dans certains quartiers ou bien dans certains villages où il y avait déjà des courants radicaux qui ont commencé à s'installer et à prendre de l'ampleur, mais jamais on était passé à un tel niveau de violence. Voilà pourquoi l'année 2019 marque vraiment, j'allais dire, la rupture dans la collaboration entre chrétiens et musulmans. Bon, pas une rupture pour dire qu'il n'existe plus de rencontres possibles, mais au moins on marquera dans l'histoire sociopolitique ou religieuse du Burkina que c'est la première fois à cette date où des fanatiques s'en ont pris à des leaders religieux de façon directe. Alors, vous parlez de fanatiques, vous parlez de terroristes, vous dites « on a attaqué ». La question aussi qui se pose, c'est qui sont ces persécuteurs? S'agit-il d'une menace importée d'autres pays? S'agit-il d'une menace endogène, c'est-à-dire autochtone? S'agit-il de bandits de grand chemin, d'islamistes djihadistes avec un agenda religieux très particulier? S'agit-il peut-être aussi de rebelles hostiles au gouvernement? Peut-on faire une typologie de ces agresseurs, de ces persécuteurs antichrétiens?
Y a-t-il, avant de vous laisser répondre aussi, y a-t-il un facteur ethnique ou clanique, ethnique en tout cas, qui a pu jouer dans cet affrontement? Et donner une liste des mobiles des violences contre les chrétiens, je dirais, serait un peu tendancieux, et tant les trajectoires des groupes terroristes sont complexes. Et moi, je me pencherai surtout sur les motivations qui poussent certains extrémistes ou terroristes à adopter des comportements violents. Comme vous le savez, ici, dans les termes un peu politiques et diplomatiques, on les appelle toujours des individus armés, des groupes terroristes armés ou des individus bon, non identifiés. Mais on peut se poser des questions sur l'identité de ces individus et leur motivation réelle. D'abord, ce qu'il faut retenir, il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes terroristes ou djihadistes, si vous voulez, qui interviennent au Burkina Faso, mais aussi dans la zone sahélienne. Moi, je les regroupe en trois grandes catégories, notamment les groupes terroristes qui agissent sous leadership arabe, voilà, qui est à la tête avec AQMI. Il y a les groupes terroristes qui agissent sous leadership Touareg et il y a les groupes terroristes qui agissent sous leadership noir. Ça, c'est vraiment des grands groupes, mais à l'intérieur de chaque groupe, il y a des entités, il y a des petites groupuscules, voilà, et locales qui agissent au nom de ces grandes entités qui sont notamment l'État islamique au Grand Sahel, l'IGS, et AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voici les grands groupes terroristes auxquels les autres petites entités s'affilient, dont le mouvement de la libération de l'Azawad et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ceux qui agissent de la sorte contre les chrétiens, nous pensons que c'est des gens qui veulent instrumentaliser la religion à des fins politiques ou à des fins idéologiques. Ils savent bien qu'au Burkina, pour qu'il y ait une guerre interreligieuse, notamment guerre entre chrétiens, conflit entre chrétiens et musulmans, ce qui n'est jamais encore arrivé dans notre pays, mais qui est un sujet très sensible. Ils jouent sur la question tout en tendant un piège au gouvernement qui, s'il n'arrive pas à gérer bien le conflit, risque d'être taxé, soit pro-chrétien contre les musulmans ou pro-musulmans contre les chrétiens. Ou du moins, les populations locales qui pourraient se dire que non, ce sont les chrétiens, non, ce sont les musulmans qui veulent s'en prendre à la vie des chrétiens ou réduire les religieuses. Il faut surtout lire les attaques contre les chrétiens sur cet angle. Et je pense que si vous avez vu, suite aux attaques, on n'a jamais entendu que les chrétiens ont réagi violemment contre un musulman ou une communauté musulmane. Mais l'objectif des terroristes, c'était d'arriver à cette fin. Et derrière ces attaques, on peut dire qu'il y a aussi la marque du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qu'on appelle GESIM, qui est dont le chef est Iyad Agali, et affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voici ce qu'on peut dire un peu. Mais ces groupes travaillent avec des groupes locaux. Par exemple, un groupe installé au nord du Burkina, notamment à Guibo, par exemple, Ansarul Islam, qui a été créé par un imam radical qui habite la région de Guibo et qui a été assassiné lors des raids par des forces de l'ordre et de sécurité. En réalité, vous voulez dire, mon père, donc pour parler vraiment que du Burkina là en ce moment, et pas de l'ensemble de la région, au Burkina, interviennent soit directement, soit par le biais d'amis, d'affiliés, les trois grandes catégories de groupes armés terroristes qu'on trouve dans toute la région, les groupes liés aux Arabes, aux Touaregs et aux Noirs. Donc, les trois sont actifs en ce moment au Burkina. Oui, ils sont très actifs, notamment les IGS, l'État islamique au Grand Sahara, agissent plutôt dans la zone est du Burkina et la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et c'est sa zone d'intervention de prédilection. Et AQMI, avec le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, intervient beaucoup plus dans la zone septentrionale du Burkina Faso, c'est-à-dire la partie Sahel et nord du Burkina Faso, c'est sa zone d'intervention.
Mon père, en quoi le terreau local du Burkina est favorable à l'action de ces groupes terroristes, qu'ils soient affiliés ou pas à des organisations djihadistes? Ça peut être aussi des bandits de grand chemin qui profitent de ce terreau favorable. Et pour moi, mais vous allez peut-être me contredire, ce terreau favorable, c'est un État faible, une administration qui ne fait pas toujours son travail, c'est l'impéritie d'un certain nombre de fonctionnaires, c'est la corruption, c'est la pauvreté en général. Est-ce que tous ces facteurs ne contribuent pas finalement à faire le lit de ces groupes armés terroristes? Bien sûr que c'est les éléments que vous venez de donner et ont participé ou bien ont contribué à l'explosion un peu de la sécuritaire et vraiment à l'enracinement de certains groupes terroristes. Mais il faut savoir qu'il y a des facteurs structurels, voilà, qui peuvent expliquer un peu la situation qui prévaut actuellement. Il y a aussi des facteurs endogènes. Et il y a effectivement ce que vous venez de noter, la faiblesse de l'État, mais ce qu'on peut noter là-bas, c'est surtout la mauvaise gouvernance. Vous savez que malheureusement, nos pays, notamment les pays de la sous-région et notamment au Burkina Faso, la corruption est devenue une gangrène et l'injustice qui font que beaucoup de populations ne se retrouvent plus dans l'État. Ils ne voient plus l'État comme garant de leur sécurité et leur bien-être. Au contraire, ils trouvent que leur malheur provient de certains agents de l'État et de certains comportements de l'État. Par exemple, quand vous prenez la zone du Sahel, où la population de cette partie longtemps a été comme abandonnée, parce que quand on fait un peu des statistiques en termes d'investissement, des infrastructures par rapport à la capitale et certaines régions, on trouve que c'est faible. Il n'y a pas beaucoup de perspectives économiques par rapport comparé à certaines régions. Quand on voit les injustices, tous les crimes qui ont été commis et que les dossiers sont toujours pendants, et quand on voit le pillage des ressources de ces zones par certaines autorités et certaines puissances étrangères, me font dire et donnent raison un peu, font exploiter toute cette situation à ces terroristes, comme quoi ils disent que l'État a abandonné ces populations et ils sont là pour essayer un peu de donner une perspective à ces populations qui se disent abandonnées par l'État. Le deuxième fait aussi, c'est les conflits intercommunautaires ou interethniques. Vous savez que ces conflits datent toujours. Au Burkina, on sait qu'il y a toujours des conflits entre agriculteurs et éleveurs, des conflits entre telle ethnie et telle ethnie, mais qui n'ont jamais pris une telle ampleur comme ces dernières années. Et ces terroristes analysent cette situation et prennent parti pour telle communauté ou telle partie des groupes belligérants afin d'instrumentaliser et d'asseoir leur autonomie sur cette partie du Burkina Faso. Voilà. Il y a aussi le fait, en fait du chômage et du sous-développement. Quand vous prenez les statistiques pour une population de 18 millions, il y a au moins plus de 50% de la population qui a moins de 17 ans. Et vous voyez, malheureusement, l'État n'arrive pas à assurer une meilleure éducation et une meilleure insertion socio-professionnelle et économique de cette forte jeunesse. La conséquence, c'est quoi? Du coup, les jeunes ne terminent pas les études et ils sont au chômage, ils n'ont pas de perspectives d'avenir. Et ces terroristes, avec l'argent des contrebandes et des trafics de toutes sortes, arrivent à les enrôler en leur promettant bien sûr quelques sommes d'argent et en leur donnant des motos, en leur donnant des armes qui font augmenter leur pouvoir et qui font que ces jeunes, quand ils ont l'arme, ils ont une moto et quelques sommes d'argent, ils se disent qu'ils ont quand même un espoir de vivre, ils sentent un peu le goût de la vie. Voilà. Voici tant d'éléments qui font que les groupes terroristes prolifèrent et profitent des failles de l'État et de nos communautés pour agir et pour nuire un peu à l'État et aux populations.
Mais ces groupes armés terroristes donc, donnent de l'argent, donnent une perspective à ces jeunes un peu déshérités. Mais ce constat que vous faites et que nous pouvons tous faire, je suppose que votre gouvernement ou vos gouvernements ont pu le faire aussi. Alors, est-ce que l'alerte de 2019, ce coup de semonce lié aux assassinats, n'a pas réveillé la classe politique ou certains dans la classe politique pour les amener à peut-être améliorer la gouvernance et à prendre en main, en compte, ces différents problèmes que vous venez d'évoquer? Bien sûr, en son temps, effectivement, il y a eu des voix, disons, les autorités politiques, étatiques, administratives, tout ont réagi, ont condamné. Mais après, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de mesures fortes. Quand je dis mesures fortes, bon, bien sûr que quand il y a des célébrations, des grandes célébrations, ils envoient des forces de l'ordre et de sécurité et pour essayer de sécuriser, j'allais dire, les édifices religieux pour que les prières puissent se passer dans de meilleures conditions. Mais ça, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour déployer toutes les forces dans toutes les paroisses et dans toutes les communautés les plus reculées pour sécuriser les chrétiens et afin qu'ils puissent vivre leur foi de façon paisible et tranquille. Voilà. Mais en ville, on voit qu'effectivement, quand il y a des grandes célébrations, l'État fait l'effort d'envoyer. Mais la foi et le vécu de la foi ne se limitent pas seulement dans les grandes villes. Et visiblement, l'État ne dispose pas des moyens nécessaires qu'il puisse déployer dans toutes les villages les plus reculés pour sécuriser un peu les populations de façon globale, mais aussi ceux qui se sentiraient menacés au nom de leur appartenance religieuse ou ethnique. Voilà, ça c'est le constat qu'on fait. Vous croyez vraiment que c'est une question de moyens et pas de volonté politique, volonté civique? Bon, c'est ça, je vous disais tantôt que la question religieuse est très sensible au Burkina. Quand vous prenez par exemple la question du religieux, nous intervenons dans la question du dialogue interreligieux, mais il n'existe pas une loi qui encadre les différentes religions. Ce qui fait que les financements viennent de toutes parts, sans vérification, et on va construire les édifices religieux un peu partout. On voit des œuvres qui se font au nom de la foi. On voit des leaders qui prêchent partout sans aucun contrôle. Bon, du coup, on sent que, en fait, c'est là aussi la faiblesse en fait, de l'État. L'État n'a pas une mainmise totale sur les faits religieux, qui fait que c'est très difficile de pouvoir contrôler les groupes un peu radicaux qui, vous le savez, sont soutenus par des monarchies du Golfe et par certaines puissances étrangères qui font qu'ils bénéficient des fonds très, très importants pour mener certaines activités occultes au nom de leur appartenance religieuse ou bien au nom de leur... Et deuxièmement, il y a la volonté politique. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans un pays pauvre comme le Burkina Faso, où presque tout est prioritaire, l'éducation, la santé, et l'assainissement, l'eau potable, et trouver des ressources nécessaires pour sécuriser le pays, et sans le secours des partenaires internationaux, surtout des pays de l'Europe, je ne suis pas sûr qu'une simple volonté politique et civile suffirait à l'État pour sécuriser son territoire. Bien sûr, les besoins sont énormes, mais vous savez, vous parliez des financements des différents cultes, des différentes religions par l'argent venant de l'étranger. Vous connaissez bien la France, il n'y a pas si longtemps chez nous, et peut-être encore maintenant, de l'argent venait d'un certain nombre de pays ou de mouvements que l'État français ne contrôlait pas, évidemment. Un certain nombre d'imams prêchaient dans des langues qui n'étaient pas le français. L'État n'avait quasiment aucun contrôle. Et encore aujourd'hui, quand les dossiers commencent à être ouverts, on se rend compte que eh bien, des gens profitent de l'accueil de notre pays, comme certains profitent de l'accueil au Burkina pour instiller dans la société des éléments de confrontation et des éléments de haine. Donc, ce qui se passe au Burkina, malheureusement, ça se passe dans beaucoup de pays et ça se passe ou ça se passait, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, en France de la même façon. Alors, dans les formes de violence, mon père, vous avez parlé des assassinats, notamment de 2019. Il y a eu des destructions. Peut-on considérer qu'il y a des
cible prioritaire de la part des persécuteurs. Et en vous disant ça, je pense peut-être aux écoles. Est-ce que les écoles chrétiennes notamment, est-ce que, en dehors des églises, peut-être des dispensaires, les écoles chrétiennes font partie des cibles prioritaires de ceux qui ne veulent pas de présence chrétienne au Burkina? Et bien sûr, et les violences de ces islamistes ne se limitent pas seulement à l'assassinat. Il y a plusieurs types de violences, surtout à l'endroit des chrétiens, qui vont des destructions et la profanation des lieux et des objets de culte. Vous avez constaté dans le diocèse de Kaya, l'église de Dablo qui a été saccagée et incendiée. Dans le diocèse de Wayugia, dans certaines parties, il y a des églises qui ont été saccagées et des instruments liturgiques incendiés et des statues de la Vierge Marie brûlées. Voilà. Il y a ces genres de violences, mais il y a aussi il y a la pression morale aussi. Voilà. Par exemple, là où les chrétiens sont minoritaires, ils subissent en fait, des pressions ou des et soit au sein de leur propre famille ou bien au sein de leur communauté. Et cela, aujourd'hui, c'est devenu très fort. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai discuté avec un catéchiste qui me racontait que dans son village, d'ailleurs, qu'il a fui pour venir en ville, les terroristes sont venus donner un ultimatum à toutes les populations non musulmanes de se voiler dans 2 semaines. Tout le monde doit se voiler. Et vous voyez, le voile, c'est le voile intégral. Et les hommes doivent aussi couper leurs pantalons. Et si à la fin de cet ultimatum, il ne s'exécute pas, et il y aura des exactions ou bien en fait, ces contrevenants risquent d'avoir des problèmes. Voici ce que, pas plus tard qu'avant-hier. Donc, il y a ce type de pression qui font que beaucoup de chrétiens, pour leur propre sécurité, sont contraints de s'habiller de la sorte pour éviter d'être la cible un peu de ces radicaux. Voilà, parce qu'il y en a qui ne veulent plus fuir, parce que quand ils fuient, ils vont aller où? Donc, il y a ce genre de pression et il y a ce genre de violence psychologique et morale. Voilà. Il y a aussi des prêches. Voilà, il y a des prêches violents, voilà, qui se font aussi à travers les médias, voilà, ou bien à travers certains rassemblements publics, voilà, à l'endroit effectivement des chrétiens, voilà, où on les traite de tous les noms. Voilà. Il y a aussi la discrimination et la stigmatisation. Voilà, c'est des faits réels qui se passent dans certaines localités où surtout les chrétiens sont minoritaires. Voilà, dans certaines localités. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des violences qui, effectivement, qui font que beaucoup de chrétiens, malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas à résister et qui sont obligés de se convertir pour sauvegarder leur vie ou bien pour pouvoir rester dans leur village. Il y a les menaces de mort, voilà, comme ce qui s'est passé dans la paroisse de Bouzanga, et toujours au nord du Burkina Faso le 28 juin 2019, voilà, où ils ont mis leurs menaces à exécution. Il y a les enlèvements aussi. Vous savez bien le cas du père Joël Youbari, le prêtre missionnaire du Fada Gourma enlevé dans le diocèse de Dori à Guibo, et que jusque-là, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, voici autant de menaces qui pèsent un peu sur les chrétiens du Burkina Faso. Alors, il y a ceux qui subissent, malheureusement, qui ne peuvent pas quitter leur village, leur région, qui se convertissent de façon forcée, vous l'avez dit. Et puis, il y a ceux qui ont pu partir ou qui ont préféré quitter ces régions. À combien de personnes estimez-vous le nombre de déplacés, de chrétiens déplacés à l'intérieur même du Burkina, et quelles sont les régions qui ont été les plus touchées par cet exode de chrétiens? Alors, à la date du 31 mars 2021, le Burkina Faso compte 1 147 699 personnes déplacées internes. À la date du 31 mars 2021, on compte 1 147 699 personnes déplacées internes qui sont réparties dans 6 régions du Burkina Faso, à savoir la région du Sahel, la région du Nord, la région du Centre-Nord, la région de la Boucle du Moun, la région du Sahel et la région du Centre-Est.
il faut souligner que les régions qui accueillent le plus de déplacés, c'est surtout la région du Sahel, la région du centre-nord, la région du nord et la région de l'Est. Quand vous prenez la seule province du Soum à Guibo qui enregistre près de 320 000 personnes, et la province du San Matenga qui enregistre 276 000 personnes, et la région du Gourma, la province du Gourma, 72 000 personnes, et la province du Sénou, 70 000 personnes, et la région du Lorum, 55 000 personnes. Alors, pour les chrétiens, et jusque-là, il n'y a pas eu un recensement focalisé sur les chrétiens seulement et qui ont été contraints de fuir les localités. Et donc, il est très difficile qu'on puisse avoir des chiffres exacts. Peut-être qu'on le fera, si possible, avec les moyens que nous disposons. Mais on ne dispose pas des statistiques des chrétiens du Burkina Faso qui ont fui un peu leur village à cause de l'insécurité. D'accord. Alors, nous ne sommes pas très familiers de l'organisation administrative et régionale du Burkina, mais vous pouvez peut-être nous préciser, en proportion du territoire, quelle est la part. Et ça fait plus de... Les parties où les populations se sont déplacées, ça fait au moins 70% du territoire. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que sur 70% du territoire du Burkina, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de présence chrétienne? Ou est-ce que c'est un résumé trop rapide? Oh non, dans certaines, bon, dans certains diocèses, je sais que dans le diocèse de Fada et autres et Dori, il y a des paroisses qui ont été fermées à cause des menaces. Mais dans les autres diocèses, notamment Oualidia et le diocèse de Dédougou, le diocèse de Kaya, il y a des paroisses qui fonctionnent, mais vraiment au strict minimum, où ils ont essayé d'adapter le programme en fonction de la situation sécuritaire, qui font qu'ils ont réduit de façon considérable les activités pastorales. Par exemple, tout se concentre au centre de la paroisse, c'est-à-dire il n'y a plus de sortie vers les villages pour aller ou bien pour aller administrer les sacrements, célébrer la messe, rendre visite aux chrétiens, ouais, et ainsi de suite. Dans la plupart des paroisses à fort défi sécuritaire, toutes les activités ont été presque suspendues ou concentrées au niveau de la paroisse où il y a plus ou moins de sécurité. Voilà. Mais il y a des lieux où les paroisses, certaines paroisses ont été fermées complètement. Alors, Père Victor, vous êtes au Burkina une personnalité publique, connue pour son engagement, connue pour son courage. Vos collègues, les prêtres, les religieuses, n'ont peut-être pas votre notoriété, qui peut être une protection pour vous. Et donc, est-ce que ces prêtres, ces religieuses gardent, alors je ne dis pas évidemment la foi, mais gardent assez de courage pour rester dans des contrées où la pression islamiste est très forte? Et puis, corollaire de ma question, où en sont les vocations, notamment dans les séminaires au Burkina? Est-ce que toutes ces menaces, finalement, ne dissuadent pas les jeunes chrétiens de s'engager dans les rangs des futurs pasteurs de l'Église du Burkina? Et d'abord, la première partie de votre question, et c'est vrai, on a eu plusieurs rencontres où nous avons, entre prêtres, même avec l'évêque, essayé de réfléchir comment adopter une stratégie, avoir un comportement face à la situation. Mais le constat, c'est qu'il y a certaines localités où il n'existe plus une présence de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'administration. C'est la paroisse qui reste, l'Église à travers la paroisse qui reste l'institution, et qui est comme un peu la colonne vertébrale qui fait que les populations ne fuient pas. Et ça, un curé a dit ça lors d'une rencontre. Ils ne peuvent pas partir parce que les populations qui ont fui leur village comptent sur eux. Et si une fois la paroisse fermée, que les prêtres s'en vont, toute la population aussi va suivre. Donc, par amour pour ces chrétiens, effectivement, il y a des prêtres qui décident de ne pas fermer la paroisse et partir. Et en mesurant les risques un peu qu'il y a en y restant. Voilà pourquoi j'ai dit
il y a certaines mesures qui ont été prises et la prudence est toujours de mise. Et il y a certaines stratégies pour que même en y restant, qu'il ne soit pas exposé ou bien qu'il n'expose pas la vie aussi des chrétiens. Mais le danger est toujours permanent. Mais ces prêtres décident de rester par amour pour ces chrétiens, mais aussi pour toutes ces populations dont leur présence constitue vraiment, j'allais dire, une force et constitue aussi un peu de l'espoir, de l'espérance, voilà, pour vraiment un avenir meilleur. Maintenant, par rapport aux vocations, pour l'instant, on ne constate pas une baisse des séminaristes ou bien des aspirants du fait de l'insécurité, mais le doute s'installe quand même sur qu'est-ce qui sera leur pastoral de demain. Voilà, ça, et je pense que c'est des questions qui taraudent un peu l'esprit des séminaristes ou bien des novices ou bien des aspirants. Mais beaucoup n'hésitent pas à aller au séminaire pour devenir peut-être religieux ou religieuse, mais ils se posent des questions dans quelles conditions ils vont mener leur pastoral. Ça, c'est une grosse question que beaucoup se posent. C'est la même chose aussi pour les catéchistes, d'autant plus qu'ils sont au contact direct dans les villages les plus reculés avec les populations. Mais pour l'instant, il est très difficile de dire qu'il y a un impact sur les vocations. Peut-être qu'il faudra attendre une étude pour voir effectivement si l'insécurité et la menace terroriste a eu un impact sur les vocations. D'accord. Mon père, d'un point de vue technique, votre image bouge beaucoup. Est-ce que vous avez l'ordinateur sur les genoux ou le téléphone, c'est ça? Parce que non, mais c'est bon, c'est stable. Là, ça va. Oui. Donc, par moment, ça bouge. OK. On a l'impression que vous êtes en bateau. Autant pour moi. Bon. Mais il n'y a pas la mer au Burkina, donc tout devrait aller bien comme ça. Alors, peut-être que vous n'avez pas la réponse à cette question qui poursuit la précédente, mais avez-vous une idée du nombre de séminaristes à l'heure actuelle en formation au Burkina et peut-être l'an dernier du nombre de jeunes prêtres ordonnés, pour nous donner une idée à nous, Français, qui avons, vous le savez bien, un gros problème de formation et de recrutement de jeunes prêtres? Je ne saurais donner des statistiques pour l'ensemble des prêtres du Burkina, mais je sais que pour l'année passée, le Burkina a ordonné pas moins de 30 prêtres. Ah, oui. Voilà, ça c'est ce que je connais. Voilà. Mais au niveau des séminaristes, je sais que le diocèse seul a au moins 60 séminaristes, le diocèse de Ouayouguia. Donc, vous pouvez imaginer au moins 200 à 300 séminaristes pour tout le Burkina. C'est beaucoup, je trouve, hein, et la moisson… Oui, c'est beaucoup, oui. Annonce bonne, oui. Si, il y a beaucoup de séminaristes actuellement. Si c'est ça, il y en a beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé de la population chrétienne, un peu moins de la population musulmane. La question qui se pose, évidemment, c'est de savoir à la fois quelle est l'attitude, de votre point de vue, de cette majorité musulmane face à ces persécutions, à ces exactions, et l'attitude ou les propos des responsables de la communauté musulmane, des responsables religieux, des grands imams, de ceux dont la voix peut porter, notamment en direction de l'apaisement au Burkina. Ont-ils pris la parole? Et que pense, que dit, qu'exprime cette majorité musulmane? Et il faut d'abord rendre grâce à Dieu pour la majorité des musulmans au Burkina qui, fort heureusement, n'approuvent pas un peu le comportement un peu terroriste et djihadiste et puis radicaux de ces soi-disant islamistes. Et vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu une attaque contre un édifice religieux chrétien ou contre un leader religieux chrétien, les plus hautes autorités musulmanes ont toujours pris la parole pour dénoncer l'attaque, mais aussi pour se démarquer de ces musulmans radicaux. Voilà. Ça, c'est de un à souligner. À chaque fois qu'il y a une attaque contre un édifice ou bien contre un leader religieux, les grands leaders musulmans se sont toujours prononcés en condamnant fermement l'attaque, mais aussi en se démarquant voilà, de tous ces comportements. Parce que vous savez que
Et il y a beaucoup qui font de l'amalgame, qui veulent mélanger ces musulmans radicaux aux musulmans modérés, avec qui les chrétiens ont toujours cohabité depuis des années, et sans qu'il n'y ait des conflits, sans qu'il n'y ait des tensions. Et il faut savoir qu'au sein même de cette communauté musulmane, l'entente n'est pas toujours aussi bonne et cordiale, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une opposition entre les musulmans modérés qui sont majoritaires au Burkina et les musulmans radicaux qui essaient d'imposer un peu leur façon de voir la religion et qui même ne considèrent pas leurs frères musulmans comme des vrais musulmans, comme des bons musulmans, parce qu'ils ne les trouvent pas suivre de façon radicale la religion islamique. J'ai le souvenir d'un pays pas très... Et je peux donner un témoignage. Oui. Je peux donner un témoignage le 27 juin 2019, et quand les terroristes ont attaqué la roi de Bouzanga en tuant 4 chrétiens, il y a eu un musulman qui a sauvé la vie d'un jeune chrétien catholique. Voilà. Qui a sauvé la vie, c'est-à-dire quand ils ont tué 2 membres de la même famille et ils sont arrivés, ils ont interrogé ce musulman pour savoir si ce jeune garçon était musulman ou chrétien. On va le tuer. Et le musulman a menti que c'est son fils et qu'il est musulman et qu'il revient de la mosquée. Et c'est de la sorte qu'il a pu sauver la vie de ce jeune catholique. Donc, pour vous dire que il y a quand même, heureusement, la majorité des musulmans n'approuvent pas un peu ce comportement et qu'avec beaucoup de musulmans, les chrétiens gardent toujours de bonnes. Alors, il y a quelques années, la Centrafrique connaissait des violences extrêmes, une véritable guerre intérieure. Et à Bangui, la capitale de la Centrafrique, après des mois et des mois extrêmement pénibles de violences terribles entre les uns et les autres, l'évêque oui, je crois que c'était l'évêque de Bangui, la capitale, et puis la plus haute autorité religieuse musulmane se sont parlé et ont pris une initiative ensemble pour parler au peuple centrafricain. Ils ont en réalité remplacé les autorités politiques défaillantes pour porter un message de concorde nationale, l'un chrétien, l'autre musulman, et le porter à la fois auprès des Centrafricains, mais aussi auprès du monde. Est-ce que ce genre d'initiative vous semble possible aujourd'hui au Burkina, et y a-t-il des personnalités, des autorités capables d'avoir ce sursaut national et religieux ensemble? Bien sûr que oui. Quand vous prenez le cardinal Philippe qui a fait du dialogue interreligieux son cheval de bataille, c'est un des leaders religieux les plus respectés au Burkina Faso, qui fait que sa voix porte quand il parle dans toutes les sphères, que ce soit civile, politique ou dans la sphère religieuse. Il est toujours écouté, il est toujours entendu. Et vous savez, il joue un grand rôle dans l'apaisement des crises sociales, des crises politiques et même des crises religieuses au Burkina Faso. Il le fait de façon discrète, mais souvent il le fait aussi de façon officielle. Nous sommes témoins plusieurs fois où il a été sollicité par le gouvernement, voilà, pour essayer d'appeler à la paix, à la cohésion, à l'unité. Vous voyez la crise que le Burkina a traversée en 2015 avec le soulèvement qui a conduit au départ de l'ancien président Blaise Compaoré. Il a été une des figures qui est intervenue pour éviter que le pays ne bascule totalement dans le chaos. Il est intervenu aussi pour sauvegarder la vie de bon nombre de politiciens dont la vie était menacée. Et je sais que lors d'une crise au sein de la communauté musulmane, il est intervenu aussi en tant que médiateur pour appeler les deux parties à l'entente. Voilà. Et voilà, parmi lui aussi, il y a un certain nombre de leaders musulmans aussi qui essaient aussi de prôner un peu cette tolérance et cette cohabitation pacifique, voilà, au Burkina Faso. Mais voilà, ils sont vraiment encore écoutés, voilà, dans certaines localités et même à l'échelle nationale.
Oui, cela veut dire qu'il y a encore des bâtisseurs de passerelles au Burkina et donc beaucoup d'espoir. Ouais, ouais, il y en a encore. Pour l'instant, on nous rendons grâce parce qu'il y a encore. Les religieux sont toujours écoutés au Burkina Faso. Voilà, ça, c'est un constat général. Alors, il y a une catégorie de la population dont on n'a pas parlé, puisqu'on a parlé des chrétiens, des musulmans, c'est la population que l'on appelle animiste, des gens qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, les cultes traditionnels. Sont-ils eux aussi, ces gens-là, victimes de violences, de persécutions? Et finalement, où se situent-ils dans cette sur cette scène extrêmement violente qui est en train de devenir le Burkina? Ont-ils d'abord une voix qui s'exprime, plusieurs voix? Sont-ils aussi victimes des violences de la part des musulmans? Et sont-ils assimilés aux chrétiens finalement dans la même expression de violence de la part des djihadistes? Oui, et beaucoup de chefs ont été menacés et d'autres même assassinés. Voilà, et pas à cause de leur appartenance religieuse parce qu'ils sont de la religion traditionnelle, mais du fait de l'autorité qu'ils incarnent en fait. Vous savez que les terroristes, c'est un peu des anarchistes. Ils ne veulent pas de l'ordre, c'est-à-dire politique, qu'ils disent venir de l'Europe, c'est-à-dire corrompu, ni de l'ordre établi par la tradition à travers, j'allais dire, la chefferie coutumière. Donc, tout ce qui est autorité, tout ce qui est leader et qui ne s'inspire pas des lois islamiques, notamment la charia, est combattu. Donc, du coup, il y a eu des chefs coutumiers qui ont été assassinés. Beaucoup sont obligés d'aller fuir dans des endroits, d'aller vivre dans les endroits beaucoup plus sécurisés. Donc, il met du fait de leur appartenance religieuse, mais du fait du pouvoir coutumier qu'ils incarnent. D'accord. Père Victor, nous approchons de 22 heures, heure de Paris. Il se fait tard, donc nous allons poser les dernières questions. Si vous le pouvez, pouvez-vous raccourcir un peu vos réponses, parce qu'évidemment, moi j'ai beaucoup de questions encore à vous poser, mais je vais me restreindre. Autrement, Benoît de Blancpré me fera les gros yeux et je ne le veux pas. Alors, quand même, ça a été dit dans la présentation tout à l'heure, le coronavirus a aggravé les inégalités et parfois les discriminations dans un certain nombre de pays. Est-ce que cela se vérifie aussi au Burkina? La Covid-19 a-t-elle aggravé les discriminations à l'égard des chrétiens? Bon, discrimination, pas trop, parce que la n'a pas eu un grand impact comparé par exemple aux pays d'Europe, et l'impact a été moindre parce que ici nous reprenons les offices religieux, on s'y rassemble et on va qu'à nos trop de préoccupations, même si effectivement les évêques les évêques et les pasteurs, les prêtres ne cessent de rappeler les chrétiens au respect j'allais dire des mesures barrières, parce que le virus est toujours là, il circule, même si effectivement l'impact n'est pas aussi grand comme à l'Europe. Merci. Alors, peut-être la toute dernière question. Enfin, il y en aura une personnelle pour vous juste à la fin. Là, c'est une question encore qui reste au niveau national. Quels sont les besoins aujourd'hui de l'Église du Burkina? De quoi avez-vous besoin réellement là-bas? Ce que l'Église du Burkina a besoin, c'est d'abord la solidarité humaine et spirituelle. J'ai besoin de dire, j'ai eu l'occasion de voyager dans quelques pays, notamment en France, en Bosnie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Il n'y a pas un visage humain de la crise au Sahel. Il n'y a pas un visage humain de la crise au Sahel. Quand on parle du Sahel, on voit beaucoup plus la guerre, on voit beaucoup la violence, mais on ne voit pas un visage humain. Il faut que de l'autre côté, on donne un visage humain à la crise qui se passe au Sahel. Il faut qu'il y ait plus de la solidarité humaine et spirituelle. Et pas plus tard que la semaine passée, l'Italien dit, mais ce qui se passe au Burkina, en Italie, personne ne sait même qu'il y a quelque chose. Et il me demandait de faire l'effort pour lui envoyer des articles. C'est-à-dire, on ne parle pas assez de ce qui se passe de l'autre côté. Et si on en parle,
c'est un autre pan de ce qui se passe. Donc, on a besoin. Deuxièmement, c'est de tout mettre en œuvre pour le respect des droits humains fondamentaux. Je pense que la liberté religieuse n'est pas seulement le fait de défendre les chrétiens, mais c'est un droit humain d'abord, et c'est un droit humain fondamental. Et ça, il faut que toutes les ONG qui ne sont même pas chrétiens, qui n'y croient pas, ne voient pas ça comme si c'était du prosélytisme pour défendre les croyants ou les chrétiens. C'est un droit humain d'abord. Et ça, il faut qu'on arrive à mobiliser les plus grandes ONG et même les États qui, quand on parle de liberté religieuse, pensent que c'est du prosélytisme. Et encore, ce que je veux, le document du pape sur la fraternité humaine peut être une des solutions de la crise au Sahel. Vous savez, comme je l'ai dit en 2019 en Allemagne, les chrétiens ne pourront vivre en paix que s'ils sont en bonne relation avec tous les croyants, notamment avec les musulmans. La sécurité et le vécu de la foi des chrétiens passent indéniablement par une cohabitation pacifique et un meilleur dialogue interreligieux avec les musulmans. Et il faut qu'on mette l'accent sur ça pour prévenir les générations à venir d'un génocide et d'une crise que je ne sais pas comment on pourra gérer. Et enfin, ce que je dis, c'est l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 2000 écoles qui sont fermées. Et plus de 544 000 enfants sont privés d'éducation. Vous imaginez un enfant âgé de 3 à 17 ans qui ne part pas à l'école pendant une année, 2 ou 3 ans. Que deviendra cet enfant? C'est une proie facile pour les groupes terroristes. Donc, il faut une approche intégrée qui puisse, bien sûr, interagir pour l'urgence aujourd'hui, mais aussi penser à l'avenir. Merci, mon père. Votre force de conviction est à la fois émouvante et pleine et porteuse de beaucoup d'espoir humain, d'espérance spirituelle. J'allais vous demander, mais je ne poserai pas la question, vous avez répondu et tous nos auditeurs l'ont bien compris. J'allais vous demander où vous vous situez là dans les 10-15 ans qui viennent. J'ai bien compris que vous vous situez au Burkina sur 15-20 ans et les années d'après pour justement continuer à entretenir ce lien entre burkinabés, ce dialogue entre les différentes religions, entre gens de bonne volonté. À vous écouter, c'est possible. Et vous voyez, le pays, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, était peut-être en train de devenir le pays des hommes persécutés. Et là, en vous écoutant, on voit bien que c'est le pays des porteurs d'espérance dans la situation grave et tragique d'aujourd'hui, le pays des porteurs d'espérance. Vous en êtes un avec votre courage, votre franchise, la précision de tout ce que vous nous avez dit. Je crois qu'il y a peu de points de situation aussi précis, aussi concrets, et on en a souvent qui sont désespérants de la part d'hommes politiques. Vous ajoutez un message qui va droit au cœur de tout le monde, et je vais repasser le micro à Benoît de Blancpré pour la conclusion de cette soirée. Mais vraiment, mon père, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit qui est remarquable de force et de réflexion à long terme, non seulement sur le Burkina, mais aussi sur toute la région africaine. Et donc, merci encore une fois. Je vous dis à bientôt, j'espère, là-bas, à Ouaga, ou en France, quand vous viendrez. En tout cas, vous serez le bienvenu. Je repasse le micro à Benoît. À bientôt. Merci bien. C'est fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup, 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 cher père. Merci, cher Frédéric, pour cet échange si passionnant qui nous a rapprochés par le cœur et par la prière de l'Afrique, du Burkina Faso. Et merci à chacun de nos bienfaiteurs de l'attention portée à nos frères chrétiens en détresse. Un tout petit mot pour vous dire que grâce à vous, chaque année, nous soutenons une 50aine de projets dans ce beau pays, au Burkina Faso. Et bien sûr, je vous encourage à continuer fidèlement et généreusement à soutenir nos frères. Merci infiniment pour ce temps de rencontre, ce temps d'échange.